Chers compatriotes, bonsoir. Ils étaient 11, hier soir à Atlanta, à faire trembler la 4e nation du football mondial pendant plus de 70 minutes. Ce soir, nos léopards sont rentrés dans le rang du classement et des mémoires. Et pendant qu'ils rangeaient leurs crampons, à des milliers de kilomètres de là, dans les collines du Nord Kivu, un rapport des Nations Unies décrivait une toute autre équipe, celle qui, elle, ne joue pas, celle qui occupe, taxe et administre nos territoires en rêvant désormais de gouverner. Je salue ce soir notre nation entière, de Kinshasa à Bunia, de Goma à Lubumbashi. Je salue nos compatriotes de la diaspora, ces sentinelles qui veillent au loin et qui hier ont retenu leur souffle devant le même écran que nous, dans des salons où le drapeau congolais est resté accroché bien après le coup de sifflet final. Je salue nommément Dimi Nambo et Adrien Tibiedi qui suivent nos éditions et nous le font savoir. Vous êtes ici, chez vous. Ce soir, une même question traverse tous nos dossiers. Une nation peut produire de l'excellence sur un terrain, dans un laboratoire, sur le fond. Encore faut-il que ceux qui la dirigent soient à la hauteur de ce que son peuple, lui, sait déjà accomplir. Nos footballeurs ont montré la hauteur. Le rapport onusien montre la menace. L'épidémie qui frappe l'Est montre l'urgence. Et la rue, dans 6 jours, montrera la tension. Alors commençons par ceux qui hier nous ont rendus fiers. Marcel. Hier soir, nos léopards ont quitté la Coupe du Monde battue par l'Angleterre après avoir mené. Mais tu vas nous le dire, ce dossier n'est pas celui d'une défaite. C'est celui d'un héritage et d'une question que cet héritage pose à l'État. Merci Brigitte et bonsoir à vous toutes et tous qui nous écoutez ce soir. Il faut commencer par les faits parce qu'ils sont grands. Mercredi 1er juillet, au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, la République démocratique du Congo affrontait l'Angleterre en 16e de finale de la Coupe du Monde. Brian Sipenga a ouvert le score dès la 7e minute sur une passe du capitaine Chancel Mbemba. Pendant près de 70 minutes, nos léopards ont tenu tête à la 4e nation du classement mondial. Puis Harry Kane a égalisé à la 75e minute avant de donner l'avantage aux siens 11 minutes plus tard. Score final, 2-1, l'aventure s'arrête là. Mais ce que je veux dire ce soir, au nom de notre rédaction et au nom de la nation qui nous écoute, c'est d'abord merci. Merci à ces hommes, parce que ce résultat ferme un chapitre qui restera dans notre histoire. 52 ans après le Zaïre de 1974, jamais notre pays n'avait atteint une phase à élimination directe dans une Coupe du Monde. Nos léopards y sont parvenus. Ils ont tenu le Portugal en échec en phase de groupe. Ils ont inscrit 5 buts dans ce tournoi, un record pour notre sélection. Et ils l'ont fait sans jamais renier leur identité de jeu, avec une discipline collective que les plus grands leur ont reconnue. Ce n'est pas seulement une performance d'un soir, c'est un mondial tout entier de résilience. Alors à Chancel Mbemba, à Wissa Mayele, à Brian Sipenga, à Lionel Mpassi qui a multiplié les parades, à toute cette équipe et à son sélectionneur, la nation dit sa fierté. Vous nous avez fait tenir debout devant le monde. Et c'est justement pour cela qu'il faut poser la question qui vient après la fierté. Cette performance, sur quoi repose-t-elle ? Elle repose sur des joueurs formés ailleurs, aguerris dans les grands championnats européens, qui ont choisi de porter notre maillot. Elle repose sur du talent individuel, sur du caractère, sur de l'abnégation. Elle ne repose pas, et c'est là que le bât blesse, sur un système national qui les aurait préparés, encadrés, soutenus à la hauteur de leur mérite. Cette réalité, notre pays la connaît depuis longtemps, sous des régimes successifs. Le talent congolais s'exporte, brille sous d'autres cieux, et revient le temps d'un tournoi porter des couleurs qu'aucune structure solide, chez nous, n'a contribué à faire grandir. Or, le football n'est qu'une fenêtre. Derrière lui, il y a tout un vivier.
Notre pays a donné au basketball mondial l'un de ses plus grands défenseurs, disparu en 2024, quadruple meilleur défenseur de la Ligue nord-américaine. Nos tatamis, nos rings, nos pistes d'athlétisme comptent des talents que personne ici ne détecte ni ne finance à temps. Ils partent, et souvent, ils ne reviennent pas. Non par manque d'amour du pays, mais parce que le pays ne leur offre ni le terrain, ni l'équipement, ni l'entraîneur, ni la perspective de vivre du fruit de leur travail. Un athlète local de grande qualité, mal équipé et mal préparé, regarde partir son homologue de la diaspora vers les projecteurs. Et la frustration s'installe, légitime, entre ceux qui réussissent dehors et ceux qui s'épuisent dedans. Le pouvoir n'ignore pas cette réalité. Pour cette Coupe du Monde, des engagements ont été pris, y compris au plus haut niveau de l'État. Mais un exploit ne se prépare pas dans l'urgence d'un tournoi. Il se construit sur des années, par un budget pensé en amont, un budget réel et non à chiffre d'affichage, qui couvre l'ensemble des disciplines, et pas seulement le football, avec un suivi rigoureux, des audits internes et des audits indépendants pour garantir que chaque franc arrive à l'athlète et non ailleurs. Là est le nerf de la question. Notre pays ne souffre pas d'un manque de talent. Il souffre d'un déficit de vision, de continuité et de transparence dans la gestion de ce talent. La corruption, les détournements, la mauvaise gestion financière et les budgets déconnectés du réel ne sont pas des mots abstraits pour nos sportifs. Ce sont des stages annulés, des primes incertaines, des équipements qui n'arrivent jamais. Reconnaissons ce qui doit l'être. Les binationaux de la diaspora ont fait un travail remarquable et il serait injuste de le nier. Ils ont porté le drapeau avec cœur, mais s'appuyer sur eux ne peut pas devenir la seule politique sportive d'un pays de cette taille. Ce serait renoncer à former les nôtres, ici, sur notre sol. La vraie ambition, celle qui honorerait l'exploit d'hier, c'est de bâtir la génération suivante à la maison, pour que dans 10 ans, un enfant de Kinshasa, de Mboji-Mayi ou de Bukavu puisse rêver de porter ce maillot sans devoir d'abord s'exiler pour exister. Alors la question de ce soir ne s'adresse pas aux joueurs. Ils ont donné tout ce qu'un maillot peut recevoir. Elle s'adresse à ceux qui les dirigent. Existe-t-il quelque part un vrai projet écrit, chiffré, calandé, qui garantisse qu'après cet exploit, notre sport n'entamera pas sa marche arrière? Un plan qui pense aux athlètes de demain autant qu'il a célébré ceux d'aujourd'hui. Nos léopards ont prouvé de quoi la RDC est capable quand elle croit en elle-même. Il reste à savoir si l'État saura, lui, transformer une soirée de fierté en une politique de long terme. Le prochain adversaire n'est plus une sélection nationale. Il est à Kinshasa, dans les bureaux où se décident les budgets. Merci Marcel. Une équipe qui a fait mordre l'Angleterre et un État qui doit maintenant prouver qu'il sait mordre lui aussi sur la durée. Ce que nos joueurs ont accompli malgré l'institution, il reste à le rendre possible grâce à elle. De la fierté nationale, nous passons maintenant à une inquiétude nationale. Car un autre acteur, à l'Est, ne joue aucun match et ne rend aucune gloire. Il occupe, il taxe, et selon les Nations Unies, il se rêve désormais en État. Solange, ce dossier est lourd, je te le confie. Merci Brigitte et bonsoir à vous toutes et tous. Hier, à cette antenne, nous avons exposé ce que le rapport final du groupe d'experts des Nations Unies établit sur les corps et sur l'argent, la présence rwandaise et les effectifs. Ce soir, il faut lire une autre partie du même document, peut-être la plus grave pour l'avenir de notre nation. Car ce rapport ne décrit plus seulement une rébellion armée, il décrit un mouvement qui construit un État dans l'État et qui cherche une reconnaissance politique. Voici les faits, tels que le document les pose. Selon le groupe d'experts, l'AFC M23 ne se présente plus uniquement comme un groupe armé. Dans les zones qu'il occupe, il a mis en place une administration parallèle. Il a centralisé la perception des recettes publiques. Il a pris en main la gestion locale de la Société nationale d'électricité et de la régie de distribution d'eau.
Il a remplacé la Société nationale d'assurance par une structure privée. Il a réorganisé les territoires sous son contrôle en 3 zones de défense. Autrement dit, là où le drapeau congolais devrait flotter, une autre autorité perçoit l'impôt, distribue l'eau et le courant et se comporte en gouvernement. Il faut situer ce fait dans une histoire plus longue, parce qu'il ne surgit pas de nulle part. Depuis près de 3 décennies, l'Est de notre pays est le théâtre de mouvements armés successifs qui ont toujours fini, tôt ou tard, par exiger une place à la table politique en échange des armes. Plusieurs régimes ont cédé à cette logique, intégrant les combattants d'hier dans l'armée nationale, transformant des chefs de guerre en responsables. Ce que le rapport documente aujourd'hui est d'une autre nature. Le groupe d'experts écrit que l'objectif du mouvement dépasse désormais les revendications sécuritaires ou communautaires. Il viserait soit le renversement du gouvernement congolais, soit, à défaut, la création d'une entité autonome baptisée République fédérale du Congo. Et il ne veut pas que ses combattants rejoignent les FARDC comme par le passé. Il veut qu'ils constituent la future armée de cette entité. Ce point mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il touche à la souveraineté même de notre nation. Les experts affirment que l'AFC M23 cherche à obtenir une reconnaissance officielle à travers les différents processus de négociation engagés dans la région. Comprenons bien ce que cela signifie. Un mouvement qui, selon le même rapport onusien remis au Conseil de sécurité, opère sous commandement rwandais, réclame d'être reconnu comme un interlocuteur politique légitime. Et c'est là que le document éclaire une manœuvre. Les experts documentent le rôle de la plateforme de l'ancien président Joseph Kabila, baptisée Sauvons la RDC. Ils établissent que cette plateforme a appelé à un soulèvement populaire dont les objectifs correspondaient à ceux de l'AFC M23. Ils documentent la visite répétée de l'ancien président dans les zones contrôlées par le groupe armé depuis mai 2025 et ses réunions avec ses hauts responsables. Et les experts vont plus loin. Ils écrivent que cette visibilité semblait destinée à occulter le rôle du Rwanda, en accréditant le récit d'un mouvement congolais répondant à un problème congolais. Voilà le nœud. Une rébellion pilotée depuis l'extérieur cherche à se donner un visage intérieur. Elle cherche une caution congolaise pour faire oublier la main étrangère. Et cette caution, selon le rapport, prend la forme d'une figure politique, entourée notamment de Moïse Nyarugabo, ancien sénateur, qui a signé en avril 2026 le communiqué final du second conclave de Sauvons la RDC comme coordinateur du secrétariat technique et membre fondateur. Ce communiqué invoque l'article 64 de la Constitution, le même article que l'AFC M23 brandit pour légitimer son action armée. Il faut maintenant dire ce que cela pèse pour la nation, avec sobriété, parce que les faits sont déjà lourds. Pendant que l'on discute de gouvernance parallèle et de reconnaissance politique, à l'Est, des femmes et des filles sont violées, des villages sont vidés, des civils sont tués. Nos concitoyens du Nord Kivu et du Sud Kivu vivent sous une autorité qui n'est pas celle de la République. Et la question qui monte dans chaque foyer congolais est simple, brute et légitime. Peut-on accepter qu'un mouvement qui fait couler le sang à l'Est se refasse un visage, dépose son treillis, enfile un costume et vienne réclamer une place au pouvoir dans la nation même qui l'ensanglante? Pour des millions de Congolais, la réponse ne se discute pas. Ceux qui ont tué doivent répondre de leurs actes devant la justice, non négocier leur entrée dans les institutions. Transformer une rébellion en force politique reconnue, ce serait aux yeux de ce peuple effacer la mémoire de ceux qui sont tombés. Reste un point que nous devons par honnêteté poser en face. Ces conclusions émanent du groupe d'experts des Nations Unies, une source sérieuse, mais qui décrit des ambitions et des liens sans que cela vaille condamnation judiciaire de quiconque. Le rapport documente. Il n'établit pas de culpabilité pénale, et l'ancien président n'a pas répondu publiquement à ces éléments précis. Nous tenons donc ces faits pour ce qu'ils sont, les constats d'un organe onusien, à confronter et non à trancher. Mais une chose interpelle notre rédaction, et elle concerne l'ONU elle-même. La même institution qui documente avec précision cette mue politique
laisse ouvert dans les processus de négociation des espaces où un tel mouvement pourrait un jour être reconnu. Décrire la manœuvre d'un côté et entr'ouvrir la porte de l'autre, il y a là une contradiction que le peuple congolais est en droit de relever. La reconnaissance d'un mouvement ne peut pas devenir la récompense de sa violence. Le 8 mai, ce rapport a été remis. Il dit ce qu'est devenu cette rébellion. Il reste à savoir si ceux qui l'ont commandé le liront jusqu'au bout ou seulement jusqu'à la ligne qui les arrange. Merci Solange. Un rapport qui nomme la menace et une nation qui refuse que la guerre se transforme en fauteuil. Nous garderons ce dossier à l'œil, édition après édition. De la souveraineté menacée à l'Est, nous passons maintenant à une autre bataille pour la survivance de nos concitoyens, celle qui se joue dans les centres de traitement de l'Ituri et du Kivu. Adriana, où en sommes-nous ce soir? Merci Brigitte. Bonsoir à toutes et à tous. Ce jeudi 2 juillet, l'épidémie d'Ebola qui frappe notre pays a franchi un nouveau seuil. Et un chef d'État étranger a posé le pied à Kinshasa pour dire la solidarité de l'Afrique. Deux faits qui, ensemble, disent l'ampleur de ce que nous traversons. Le dernier bilan cet État de 1406 cas confirmés cumulés et de 438 décès, soit un taux de létalité de 31%. L'épicentre reste l'Ituri, avec 24 zones de santé touchées. Le Nord Kivu compte 11 zones sous surveillance. Au Sud Kivu, la zone de Miti-Muresa reste isolée, sans nouvelle transmission depuis le 26 mai. Ce chiffre marque une aggravation, et il faut le dire clairement. Il faut aussi le tenir avec rigueur, parce que les sources ne concordent pas toutes. La dépêche qui accompagne la visite présidentielle sud-africaine évoque plus de 1000 cas et au moins 101 décès, un décompte plus prudent. Nous retenons le bilan le plus consolidé, 1406 et 438, tout en signalant cet écart, car un journal honnête ne cache pas les divergences de ses sources. Depuis le début de cette 17e épidémie, les autorités ont toujours défendu une double lecture, que nous rappelons pour être juste. La hausse des cas traduit aussi une meilleure détection, pas uniquement une aggravation pure. Les deux réalités coexistent. C'est dans ce contexte que le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé ce jeudi à Kinshasa, accueilli à l'aéroport de Njili par la première ministre Judith Suminwa Tuluka au nom du président Félix Tshisekedi. Il vient en sa qualité de champion de l'Union africaine pour la préparation et la riposte aux pandémies. L'Afrique du Sud a annoncé une contribution de 13,5 millions de dollars pour soutenir la riposte congolaise. Le président sud-africain doit se rendre à l'Institut national de recherche biomédicale et s'entretenir avec le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. Au menu de ces échanges, la coopération sanitaire, mais aussi la situation de nos compatriotes vivant en Afrique du Sud, confrontés à des actes de xénophobie. Nous y reviendrons dans les brèves. Mais derrière les visites officielles et les annonces de dons, un rapport publié cette semaine par le Programme des Nations Unies pour le développement rappelle qu'Ebola ne tue pas seulement dans les hôpitaux. Selon cette évaluation, l'épidémie pourrait faire basculer près de 985 000 personnes supplémentaires dans la pauvreté, et les femmes seront les plus durement touchées, elles qui sont majoritaires dans le commerce transfrontalier et dans les soins aux malades. Le PNUD estime que notre pays pourrait perdre plus d'1 milliard de dollars de produits intérieurs bruts réels et 55 000 emplois. Les 20% de ménages les plus pauvres verraient leur consommation quotidienne reculer, effaçant des progrès de développement déjà fragiles. Voilà ce que les communiqués triomphants ne disent pas. Une épidémie sanitaire est en train de devenir une épidémie de pauvreté. Il y a pourtant, ce soir, une lumière, et il faut la nommer avec la même honnêteté que les chiffres sombres. Ce mercredi, 7 nouveaux patients ont quitté guéris le centre de traitement de Mongboalou, en Ituri, portant à 31 le nombre total de personnes rétablies dans cette seule structure depuis le début de l'épidémie. Le message des équipes médicales est constant, et il sauve des vies. Celui qui consulte tôt, dès les premiers symptômes, augmente considérablement ses chances de survie. La riposte n'avance pas seulement à coups de millions promis.
Elle avance aussi grâce à ses guérisons qui, une à une, ramènent la confiance dans des communautés qui doutent encore. Alors, la solidarité africaine se déplace. Elle arrive à Ndjili avec un chef d'État et un chèque. Nation soigne. À Mondboilou, 7 vies de plus reviennent chez elle. Reste la course de fond. L'argent promis rejoindra-t-il assez vite les centres de traitement et les marchés frontaliers avant que le virus, lui, ne creuse plus profond le fossé de la pauvreté? Merci Adriana. Un renfort qui se pose sur le tarmac, une pauvreté qui monte en silence et des guéris qui rappellent que rien n'est perdu. Nous suivrons la visite du président Ramaphosa et ses résultats concrets. De la santé de nos corps, nous passons à la santé de nos institutions. Car dans 6 jours, la rue congolaise a rendez-vous avec elle-même et déjà, les accusations volent avant même le premier pas de marche. Restons ensemble pour ce dernier grand rendez-vous de l'actualité. Ce mercredi 1er juillet, à Kinshasa, la coalition Article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel a rejeté avec fermeté les accusations portées contre elle par l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti présidentiel. Dans un communiqué signé notamment par Martine Fayulu, Jean-Marc Kabound, Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo et Délice Essanga, la coalition qualifie de mensongères les affirmations selon lesquelles elle préparerait des violences urbaines et des attaques contre des représentations diplomatiques lors de sa marche du 8 juillet. Reprenons le fil, car les deux camps se répondent. L'UDPS accuse la coalition d'opposition de projeter un soulèvement, d'attaquer des ambassades et de semer le chaos dans la capitale. La coalition répond que ces accusations servent à préparer l'opinion et à justifier d'avance une répression. Elle affirme avoir accompli toutes les formalités légales prévues par l'article 26 de la Constitution et présente sa marche comme pacifique et républicaine, dirigée contre le projet de révision constitutionnelle et contre l'hypothèse d'un 3e mandat. Nous tenons ces deux discours à égalité, car aucun des deux ne peut ce soir être vérifié sur le terrain. Un camp annonce une violence, l'autre annonce une provocation. La marche n'a pas eu lieu. Nul ne peut dire aujourd'hui ce que le 8 juillet produira. Sur le fond même de la Constitution, le débat traverse jusqu'à l'Église. Alors que la Conférence épiscopale nationale du Congo avait pris une position de prudence le 19 juin, des prêtres de l'archidiocèse de Kananga s'en désolidarisent. Dans une mise au point, ils estiment que le message des évêques n'est ni un décret, ni une interdiction de toute révision, et rappellent que l'article 218 prévoit lui-même les voies de la révision constitutionnelle. Ils écrivent soutenir un changement éventuel de la Constitution de 2006 s'il suit une voie légale. Voilà une fracture qui mérite d'être notée, car elle montre que même au sein du clergé, le pays se divise sur cette question. Du côté du gouvernement, la voix se fait entendre. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, plaide désormais pour une 4e République, au lendemain du discours du chef de l'État pour le 66e anniversaire de l'indépendance. Il soutient que la Constitution actuelle porte l'empreinte d'une sortie de guerre et qu'il faut, selon ses mots, solder l'héritage de la transition. Ses partisans y voient une modernisation institutionnelle. Ses adversaires, ceux-là même qui marcheront le 8 juillet, y lisent la mécanique d'un contournement des verrous constitutionnels. Reconnaissons au ministre un argument recevable. La taille et la complexité de notre pays posent de vraies questions de gouvernance. Mais reconnaissons aussi que la question du moment et de l'intention ne se règle pas par un seul discours. 6 jours nous séparent du 8 juillet. D'ici là, 2 récits s'affrontent, celui d'un pouvoir qui redoute le chaos et celui d'une opposition qui redoute la matraque. Entre les deux, il y a une constitution que les uns veulent changer et que les autres veulent défendre, et un peuple qui, une fois de plus, tranchera dans la rue ce que les institutions n'ont pas tranché dans le calme. Passons maintenant, pour refermer cette édition, à ce que ce jeudi a produit ailleurs dans le pays. 3 séries d'informations pour terminer. Premier ensemble, la diplomatie et nos compatriotes du dehors. Au-delà de la santé,
la visite du président sud-africain Cyril Ramaphosa à Kinshasa doit aussi aborder la situation des Congolais vivant en Afrique du Sud, confrontés à des actes de xénophobie. Les deux chefs d'État devraient examiner les moyens de mieux protéger les droits de nos communautés sur place. C'est un sujet que nous portons à cette antenne depuis des semaines, et il est bon qu'il monte enfin au niveau présidentiel. Car derrière le mot xénophobie, il y a des familles congolaises qui vivent dans la peur, loin de chez elles, et qui attendent de leur État qu'il parle pour elles. Deuxième ensemble, la sécurité et l'État sur le terrain. À Kisangani, le vice-premier ministre de l'Intérieur préside ce jeudi une réunion du comité interprovincial de sécurité réunissant le Nord Kivu, la Tshopo, le Bauele, le Haut-Uele et l'Ituri autour des questions sécuritaires qui traversent tout le Nord-Est. Il y lancera aussi la formation de 1600 nouvelles recrues de la police nationale à l'école de Kapalata. Dans le même mouvement de présence de l'État, la caravane des infrastructures conduite par le ministre John Banzalonda a fait étape à Kamina, dans le Haut-Lomami, autour de la relance d'une usine d'eau potable de 7000 m3 par jour et de la modernisation de la route nationale numéro 1. Deux visages du même effort, sécurisé et désenclavé. Troisième et dernier ensemble, un symbole. Après plus de 25 ans d'absence sur les lignes internationales, une compagnie nationale, Air Congo, a relié ce mercredi Kinshasa à Bruxelles par un vol direct, décollé à 10h23 de l'aéroport de Njili. C'est le retour du drapeau congolais sur le réseau aérien international, plus de 2 décennies après la disparition de nos liaisons nationales. Un vol ne fait pas une compagnie, et il faudra juger cette ambition sur la durée et sur la fiabilité. Mais pour un pays vaste comme un continent, retrouver ses propres ailes vers le monde est un signe qui mérite d'être salué. Voilà notre édition de ce jeudi 2 juillet. Retenons l'essentiel. Nos léopards vont quitter le mondial la tête haute, battus 2-1 par l'Angleterre à Atlanta, après un parcours de résilience. Et Marcel l'a dit sans détour, la vraie question qu'il laisse n'est pas sur le terrain, elle est dans les bureaux de Kinshasa, où se décide ou ne se décide pas l'avenir de tout notre sport. À l'Est, le rapport du groupe d'experts des Nations Unies décrit une AFC M23 qui administre, taxe et se rêve en République fédérale du Congo, avec la caution documentée de la plateforme de Joseph Kabila. Et notre nation, elle, refuse que le sang versé se change en fauteuil politique. Sur le front sanitaire, l'épidémie d'Ebola atteint 1406 cas et 438 décès, tandis que le président Ramaphosa arrive à Kinshasa avec 13,5 millions de dollars et que le PNUD alerte sur près d'1 million de Congolais menacés de basculer dans la pauvreté. Et dans 6 jours, le 8 juillet, la rue de Kinshasa dira ce que les institutions n'ont pas tranché. Un mot pour finir, une pensée de ce soir. Nos footballeurs ont montré au monde qu'avec peu de moyens et beaucoup de cœur, la RDC peut regarder les géants dans les yeux. C'est une leçon, mais c'est aussi un reproche. Car ce que le cœur de quelques hommes a accompli le temps d'un tournoi, seule la rigueur de l'État peut le rendre durable pour toute une nation. Le talent, chez nous, ne manque jamais. Ce qui manque, trop souvent, c'est la main qui le cultive au lieu de le laisser fuir. Que ce soit sur un terrain de football, dans un laboratoire de Kinshasa ou sur le front de l'Est, une vérité tient debout ce soir. Un peuple vaut toujours mieux que la gestion qu'on lui impose. Et il attend seulement qu'on se hisse à sa hauteur. Demain, nous serons de nouveau ensemble pour suivre ces dossiers. La visite du président sud-africain, le rapport onusien et la marche annoncée. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et qu'il garde chacune et chacun d'entre vous. C'était Brigitte pour Inside News RDC. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne continuation. N'oubliez jamais, les faits d'abord et toujours.